Les États généraux de la culture se tiennent depuis ce 9 janvier. L'événement réunit les acteurs de la culture pour parler des défis et enjeux du secteur. La culture, on en parlera tout au long de 2025, année décrétée pour l'épisode 2 de la série met en exergue la situation précaire dans laquelle vivent certains artistes. Nous irons au Tchad qui a vécu une nuit agitée ce mercredi. Le palais présidentiel a été ciblé par des hommes armés. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce 1945. L'exercice du droit syndical, du droit d'organisation et des négociations collectives, cadre juridique national et international, c'est le thème de l'atelier de renforcement des capacités des membres du Bureau exécutif national et commission du syndicat national des travailleurs des administrations d'État, Paul Yapien-Guesson. L'objectif des responsables du SYNTAD est de donner la possibilité aux membres du bureau exécutif et des commissions spécialisées de pleinement jouer leur rôle afin de garantir les intérêts matériels et moraux de leurs bases respectives. En effet, à l'instar de la population malienne, l'hygiène avec près de 70% de sa composition est certes un avantage du dynamisme, de la créativité dans le développement, mais aussi une charge. Pour rendre à cette frange juvénile des aptitudes intellectuelles, des compétences dans les manipulations techniques, il faut de la formation. Le renforcement des capacités des membres du bureau exécutif et des commissions s'avère un impératif. D'une part, pour leur permettre à tous d'être au même niveau de compréhension des règles et procédures de l'action syndicale, et d'autre part, de pouvoir faire face aux défis du moment. La formation est une exigence naturelle de la vie de tous les jours parce qu'un individu sans formation, c'est un tracassé, comme on le dit. Que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan syndical, associatif, sur tous les plans tout court. Et un syndicaliste sans formation syndicale est un danger pour lui-même, pour son lieu de travail et pour les travailleurs. De manière spécifique, la formation doit permettre aux participants de connaître la définition, le but et les objectifs d'un syndicat, de maîtriser la stratégie et la conduite des négociations avec le gouvernement ainsi que les conventions internationales en matière syndicale, notamment les 87 et 88, afin de s'approprier le contenu du pacte de stabilité et de croissance. Cette formation vient à point nommé dans la mesure où elle permettra une meilleure gouvernance syndicale à un moment où le pacte de stabilité sociale et de croissance signé entre le gouvernement, le patronat et les organisations syndicales continue d'être mis en œuvre en vue de l'atteinte des objectifs du développement économique et social de notre pays. Au-delà du domaine économique, toutes les activités politiques, sociales et culturelles exigent de plus en plus des capacités de réflexion, d'analyse et proactivité de plus en plus complexes, d'où l'engagement de l'UNTM de procéder à une série de formations sur toute l'étendue du territoire pour aiguiser davantage le cœur et le cerveau à même d'élever la production et la productivité de ses membres. Les États généraux de la culture, de l'artisanat et du tourisme ont débuté ce jour. La rencontre de 3 jours passera au pain fin les défis qui minent ces secteurs. L'objectif est de définir des stratégies pour élaborer une nouvelle politique culturelle pour les 10 prochaines années. Djeneva Samaki. Héritier des prestigieux empires et des royaumes influents, le Mali s'illustre par sa diversité culturelle et l'universalité de ses valeurs. En réunissant les principaux acteurs des secteurs de la culture, de l'artisanat et du tourisme, les États généraux permettront de faire un bilan des défis, des opportunités et des besoins spécifiques auxquels ces domaines sont confrontés. Nous devons de retrouver la fierté de nos traits culturels. Pas tous, mais ceux qui permettent de construire l'avenir. L'en commun. Nous avons 12 commissions de travail qui vont travailler pendant 3 jours pour sortir des éléments essentiels pour asseoir l'entente, la paix, mais aussi le développement, parce que la culture, c'est une industrie. C'est le socle, c'est l'essence. Donc, dans ces circonstances, là où nous sommes aujourd'hui, recourir à cette force pour consolider les assises du Mali, je ne peux que saluer cette opportunité.
Le 31 décembre 2024, lors de son adresse à la nation, le président de la transition a dédié l'année 2025 à la culture. Les processus participatifs et structurés pourraient bien être le point de départ d'une nouvelle ère pour ces secteurs essentiels, contribuant à leur transformation et à leur développement harmonieux dans les années à venir. Cette initiative est en cohérence avec le programme Mali Dinkura qui vise la formation de l'individu et la structuration de la société, l'épanouissement socio-économique des communautés. Cela permettra de forger le Mali Dinkura, nouveau citoyen malien, et aller vers un nouveau paradigme de transformation sociale et de changement de comportement pour l'avènement du Mali Kura. Au sortir de cela, nous sortons avec réellement des projets innovants et porteurs de messages de cohésion sociale. Il s'agira également au cours de ces états généraux de procéder à un diagnostic et à une restructuration du secteur de la culture, de l'artisanat, de l'industrie hôtelière et du tourisme pour en faire des secteurs porteurs, viables et pourvoyeurs d'emplois, capables de participer largement à la souveraineté culturelle et économique du Mali. Culture, on en parle toujours. Le Mali est l'un des pays d'Afrique reconnus pour sa richesse culturelle exceptionnelle. Malgré ce patrimoine qui rayonne à travers le monde, la majorité des artistes vivent dans une grande précarité. Voici le deuxième volet de notre série dédiée à la culture malienne avec Soumaïla Fani. Il y a encore quelques années, le Mali était une destination culturelle très prisée parce que riche en expression et création. Malgré cette belle potentialité culturelle, ce secteur peine à se positionner comme un noyau de développement socio-économique du pays. L'homme ne vit qu'à travers une culture. Et la culture, elle est sans couleur, sans limite, sans frontières. À partir du moment que c'est la première richesse du Mali reconnue de tous, mais sa mise en valeur dépend de la politique étatique pour que sa rentabilité soit à hauteur du souhait. Donc aussi, la politique n'est pas bonne pour l'adapter à la rentabilité. Du coup, ça n'apporte pas grand-chose. Sinon, un pays plein d'histoire, de sites touristiques, plein de richesses culturelles, en parlant de l'art dramatique et autres, c'est une industrie à part. Et on a juste besoin d'une bonne commercialisation de cette culture pour que ça puisse nourrir son homme et enrichir la caisse de l'État. Aujourd'hui, étant l'un des secteurs bénéficiant des soutiens des partenaires internationaux, le secteur culturel malien est souvent négligé dans les stratégies de développement national. Le budget du ministère de la Culture, c'est un budget de fonctionnement. Donc, sans les moyens, c'est impossible de faire de la création. Et en même temps, la diffusion aussi nécessite des moyens. Donc les artistes se battent avec leurs moyens uniquement. Donc c'est très très difficile en ce moment-là de pouvoir faire des réalisations. Donc si on arrive à avoir un budget pour la culture, à mettre des mesures pour le développement des différents pans de la culture, c'est clair et certain que nous sortirons de l'ornière. Portée par les artistes, la culture est d'un apport non négligeable pour le développement du Mali. Mais ironie du sort, ces acteurs demeurent de plus en plus dans une situation de précarité totale. Nous tirons le diable par la queue. Il ne faut pas cacher les mots. Nous essayons de vivre avec, nous faisons le maximum, mais je suis sûr et certain, les appuis qu'on donne à nos frères et sœurs de la sous-région, d'autres pays, je veux dire, les moyens qu'on les accorde, l'accompagnement qu'on les fait, si on faisait la même chose pour nous, artistes maliens, nous serions encore beaucoup plus meilleurs. D'abord pour nous-mêmes, mais dépasser même ces frontières-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même ceux-là que nous pensons qui ont su tirer leur épingle du jeu, le font avec toutes les difficultés possibles. Tous se vendent à l'international, mais quelle est la structuration que nous avons faite pour créer un marché au niveau national pour que les artistes puissent se vendre? Ça aussi, c'est une vraie question. Et cela ne peut se faire qu'en mettant en place une politique culturelle
avec des mécanismes d'aide à la création, des mécanismes d'aide à la diffusion et des appuis à des grandes manifestations comme des festivals. Selon des observateurs, la culture représente l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie mondiale. Cependant, sa vitalité ne doit pas dépendre seulement des pouvoirs publics, mais aussi et surtout du dynamisme de tous ces acteurs à travers des plans de visibilité et de soutien. Parlons économie à présent. Le Mali a levé hier mercredi 7 janvier pour sa toute première émission de cette année près de 30 milliards de francs CFA. Les explications de Assitoumani Koulibaly. L'objectif était presque atteint. Le Mali a pu mobiliser 29,640 milliards auprès de ses investisseurs contre 30 milliards de francs CFA, présenté comme l'objectif en termes de montant cette année. Cette première émission est donc une avancée majeure pour le pays. Selon les résultats rendus publics hier mercredi par les organisations, l'opération a enregistré 20 participants, totalisant un peu plus de 33,435 milliards de francs CFA. Le montant mobilisé par le Mali, 29,640 milliards de francs CFA, représente un taux de 98,80%. Ces émissions visent à mobiliser l'épargne des populations en vue d'assurer la couverture des besoins financiers du budget de l'État. Les dernières sorties sur le marché de la dette de l'UEMOA avaient révélé des fortunes diverses pour le pays au cours de l'année écoulée, avec un taux de couverture de 54,96% pour ses bons assimilables du Trésor à 364 jours et de 90,62% pour ses obligations assimilables du Trésor à 3 ans. Bamako semble avoir regagné la confiance des investisseurs après des sorties précédentes mitigées. Pourtant, derrière ce chiffre, la réalité est plus nuancée. La demande pour les obligations à long terme reste limitée. Le succès relatif de cette opération pourrait ainsi s'expliquer en partie par la quête de rendement dans un environnement où les investisseurs sont de plus en plus sélectifs. Si l'opération du Mali est saluée pour sa capacité à lever des fonds substantiels dans un contexte économique tendu, elle n'en reste pas moins un succès relatif. Le marché a manifesté une certaine réticence vis-à-vis des maturités plus longues, ce qui suggère que les investisseurs restent prudents quant aux perspectives économiques à moyen terme. Il faut souligner que pour l'aboutissement de cette émission, les banques maliennes ont notamment contribué pour un montant de 25,14 milliards de francs CFA. Le reste du montant a été comblé par des investisseurs de plusieurs profils, soit des Ivoiriens, Béninois et Burkinabés. Quant aux revenus perçus, ils sont exonérés d'impôts pour les investisseurs du pays. Pour ce qui est des non-résidents, eux sont soumis à la fiscalité applicable sur le territoire du pays en question. En off, le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 3e édition de la Semaine de la Justice 2024-2025. La 3e édition de cette semaine se déroulera du 13 au 18 janvier 2025 à Bamako, Caï et Mopti et sera marquée par plusieurs activités, notamment la tenue de la première formation collégiale au niveau du pôle national économique et financier, ainsi que le lancement du logiciel de gestion des dossiers judiciaires par le garde des Sceaux. La montée des eaux continue de s'émer l'inquiétude, notamment dans la région de Gao. En effet, dans cette région, elle limite le quotidien des populations, car le pont Wabaria est quasi impraticable depuis des jours. Assitoumani Koulibaly. À Gao, l'inquiétude règne. La montée des eaux sème la panique au niveau des populations. Depuis quelque temps, la montée puissante du fleuve limite la routine des habitants de la localité. En effet, le pont Wabaria, principal axe reliant Gao à Gourma, Gossi et les régions du centre et du sud, est inondé. Comme vous pouvez le voir, il se présente désormais ainsi. Une situation que déplorent les populations de la cité des Askia que nous avons contactées. Ça impacte parce que la communauté, la survie, même l'économie dépend de ça. Les véhicules qui quittent par exemple de Bamako jusqu'à Dessévaré, de Mopti, c'est sur les ponts qu'ils vont, à travers les ponts qu'ils vont traverser. Et les citoyens qui sont au niveau du Wabaria aussi, quand ils viennent en ville, c'est ravita, ils achètent, ils reviennent, donc ça impacte, économique.
Au niveau aussi de Bourem, c'est comme ça, la plupart des commerçants sortent du commune Sonia à Libère pour venir en ville et rentrer à 17h. Mais maintenant, il faut faire le tour parce que l'eau est montée. C'est inquiétant, vraiment, c'est alarmant. Et beaucoup de gens ont perdu vraiment leur champs, tout. Vraiment, dans ma commune, ça fait véritablement des dégâts. Le pont de Wabaria, la voie qui mène vers ce pont a été carrément envahie. Les gens ont tous les problèmes pour se rendre à Wabaria ou bien quitter Wabaria pour Gaoville. Les motos ne peuvent plus aller. Les animaux ne peuvent plus passer encore. La montée des eaux n'est pas une première dans la région. Au cours de l'année 2024, face aux impacts des inondations, la météo avait attiré l'attention des populations sur des cas d'inondation au vu de la pluviométrie. Bien que les actions préconisées ne remédient pas véritablement à la situation, elles permettent cependant d'atténuer les conséquences sur les populations. Selon nos sources, les autorités régionales ainsi que les organisations humanitaires ne ménagent aucun effort pour assister les sinistrés. Pour l'heure, aucune perte en vie humaine n'a été signalée. Actualité internationale, des tirs nourris ont retenti mercredi soir dans le centre de la capitale tchadienne, N'Djamena, près de la présidence. Selon des sources sécuritaires, des hommes armés ont attaqué l'intérieur du palais présidentiel, mais la situation a été rapidement maîtrisée. Paul Yapinguesson. Le ministre tchadien des Affaires étrangères, porte-parole du gouvernement, a qualifié l'incendie de tentative désordonnée, a écarté l'hypothèse d'un acte terroriste, précisant que 6 assaillants ont été arrêtés. On est là et nous défendrons notre pays au prix de notre sang. Soyez calmes, il n'y a rien, il n'y a absolument rien. Nous sommes tous mobilisés, les forces de défense et de sécurité sont mobilisées et tout a été éradiqué, toute cette tentative de déstabilisation a été éradiquée. Soyez à l'écoute, restez fermes. Pour l'heure, aucun détail n'a filtré sur les raisons de cet incident. Plusieurs vidéos circulent sur les réseaux sociaux montrant des cadavres d'hommes en civil. Des chars et des unités de police lourdement armées ont été déployés aux alentours du palais présidentiel et sur les artères principales menant au palais Toumaï. L'attaque a fait 19 morts, dont 18 assaillants. Des tirs nourris ont retenti. Selon le gouvernement, la situation a été rapidement maîtrisée, mais les détails restent flous. En attendant que le procureur se prononce sur ces coups de feu d'un soir, la conjecture dans les rues et les cours de N'Djamena partent de partout et vont dans tous les sens. Certains, sur les réseaux sociaux, n'hésitent même pas à voir derrière ce feu d'artifice de début d'année une main invisible, celle de la France pour ne pas la nommer. Cette France d'Emmanuel Macron, dont le Tchad du maréchal Mahamad Idriss Déby, dans un coup de tonnerre, a déclaré non grata le millier de soldats présents sur son sol. Que s'est-il donc réellement passé au palais présidentiel de N'Djamena ce mercredi soir? La question reste toujours posée et les Tchadiens coutumiers de guerre, rébellions, attaques de groupes armés et de coups d'État vont certainement continuer à vaquer en toute quiétude à leur occupation. En mai dernier, se sont achevées à N'Djamena 3 années de transition avec l'élection de Mahamad Idriss Déby, porté au pouvoir après la mort de son père Idriss Déby, tué par les rebelles au front en 2021. Menacé par des offensives rebelles, Déby père avait pu compter sur l'appui de l'armée française pour repousser celle-ci en 2008 puis en 2019. Voilà qui referme ce 19h45. Merci à vous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h45.